Droite républicaine, droite populiste, conservateur, extrême droite, réactionnaire. La droite est au cœur de l'actualité politique, Mathieu Bock-Côté. Si on évoque en général la droite, les historiens nous ont plutôt appris qu'il y avait plusieurs droites en France. On parle régulièrement de l'union des droites, d'ailleurs, aujourd'hui, ce qui nous rappelle leur fracture politique au fil du temps. Peut-on analyser la droite? Est-ce qu'il y a encore vraiment plusieurs droites en France aujourd'hui, Mathieu? Alors, c'est la fameuse théorie de René Raymond, dont on parle depuis plusieurs décennies, qui proposait une tripartition des droites. Donc, la droite légitimiste, la droite originelle, celle qui refuse la révolution, la droite orléaniste, la droite libérale en quelque sorte, qui se détache de la gauche parce qu'elle ne veut pas suivre le mouvement. On pourrait dire un peu aujourd'hui c'est Emmanuel Macron ou c'est Bruno Le Maire. Et la droite bonapartiste, la droite nationaliste, pas dans le mauvais sens du terme, une droite populaire, une droite conservatrice aussi, tout à la fois volontariste, qui a le sens du politique. Donc c'est une tripartition des droites qui est utilisée de manière, je crois, abusive depuis quelques décennies. C'est-à-dire que si cette distinction était utile au moment où elle a été formulée, aujourd'hui, elle ne me semble pas correspondre exactement à la réalité des droites telles que nous la connaissons en France. Elle a ses limites, elle écrase, je crois, la complexité du réel, elle nous enferme dans des catégories mentales vieillies, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas pertinente, mais elle a néanmoins ses limites lorsque vient le temps de prendre conscience de la complexité de ce qu'on appelle, à tort ou à raison, les droites aujourd'hui. Le contenu du clivage gauche-droite, est-ce qu'il n'a pas tendance à évoluer, à changer au fil des années, au fil des décennies finalement? Ah ben voilà, l'enjeu est là. C'est-à-dire, prenez par exemple une période assez intéressante, relativement récente dans l'histoire de France, la droite 86-88, la première cohabitation avec c'est le RPR-UDF qui forme le gouvernement. Prenez les thèmes de la droite de cette période, qu'elle soit gaulliste ou non, qu'elle soit RPR ou UDF, jusqu'au début des années 90... donc on parle de partis qui sont classés à droite, là, pas la méchante extrême droite. Là. Ces thèmes-là, aujourd'hui, vous les reprenez dans la vie politique contemporaine et ils sont probablement à l'extrême droite de l'extrême droite. Ah oui. C'est-à-dire que le contenu du programme, les déclarations, l'imaginaire mobilisé, les thèmes, les idées, aujourd'hui, si on regarde où est-ce qu'ils se situent sur le spectre politique, ils sont dans le domaine de l'infréquentabilité absolue. Or, à l'époque, c'est le noyau doctrinal de la droite de gouvernement, la droite républicaine, comme elle aime dire. Bon. Prenez l'exemple aussi, on pourrait même dire, si je peux me permettre, que la plupart des droites sont généralement d'ancienne gauche. Hein. C'est-à-dire, comment devient-on de droite généralement dans la vie? Rarement par choix. Hein, c'est plutôt, on se souhaite de gauche, c'est plus payant socialement, on a plus de chances dans la vie de faire carrière, d'avoir bonne réputation. Et un jour, on ne suit plus le rythme du progressisme obligatoire. Et dès lors, on se découvre un jour, un peu malgré soi, triste à droite. Alors, certains l'assument. Mais vous dites tout le temps justement qu'on dérive à droite. Donc oui, alors, on dérive à droite. On assume pas. Vous dites qu'on dérive. Sauf si on est à droite, ce qui arrive, ce qui est rare. Normalement, on porte ça à la manière d'une tare. Eh bien, donc c'est rarement une identité revendiquée. Mais quoi qu'il en soit, donc il y a une évolution des clivages. Un exemple tout récent, encore plus récent, prenez l'exemple du printemps républicain. Le printemps républicain est une mouvance de gauche, sans le moindre doute, qui se veut de gauche, républicaine, très attachée à la laïcité, mais parce qu'elle ne sacrifie pas la laïcité, parce qu'elle ne sacrifie pas la nation, les nouveaux mouvements de gauche, la nouvelle gauche racialiste, diversitaire, refoule non seulement à droite, mais à l'extrême droite, le printemps républicain, ce qui est quand même une comédie. Mais le fait est que parce qu'elle refuse, la gauche républicaine chevènementiste, néo-chevènementiste, refuse de se plier aux exigences du multiculturalisme contemporain, de faire des compromis avec l'islamisme, elle est droitisée et même extrême droitisée. Ce qui nous rappelle encore une fois, je crois, que ce clivage gauche-droite nous en dit très peu sur la diversité des courants réels qui traversent la société, mais quoi qu'il en soit, le contenu du clivage gauche-droite a évolué avec le temps. Si on cherche à tout prix à tout faire entrer dans la théorie de René Raymond, on se condamne à ne plus rien savoir, bien qu'on puisse bien paraître dans les premières années à Sciences Po. Ne partons pas aujourd'hui plutôt, mon cher Mathieu, de droite républicaine et de droite populiste, de ce rapport-là, en fait? C'est à peu près le clivage qui nous est proposé dans l'espace public normalement. Droite républicaine, gentil, compatible, démocratique. Droite populiste, méchant, inquiétant, chien méchant. Donc, ce sont des catégories qui servent à trier non pas des idées, mais des respectables et des non respectables. Et de ce point de vue, c'est véritablement une manière de distinguer, on y reviendra dans
le deuxième édito, mais ceux qui sont en droit de participer au débat public et ceux qui n'y sont pas invités, ou alors qui n'y participent qu'à la manière du proscrit, du banni, du condamnable, finalement. Ce qui est particulier, cela dit, c'est qu'on voit une partie de la droite dite de gouvernement républicaine confesser, souvent en micro fermé, que dans la configuration actuelle des droites, où une partie est macronisée, une autre se cherche une identité entre le Sénat et l'Assemblée et quelques conseils régionaux, une autre est condamnée dans les marges populistes. Plusieurs disent, ne faudrait-il pas construire en France un authentique pôle conservateur? Pas conservateur au sens primaire du terme, c'est-à-dire nous défendons nos privilèges, mais un pôle intellectuellement conservateur d'une droite c'est-à-dire une droite qui ne serait pas qu'une non-gauche, une droite qui aurait sa propre philosophie, sa propre vision de l'homme, sa propre vision de la société. Et là, il y a tout un travail intellectuel qui rend la chose possible, il y a tout un travail politique qui pourrait accompagner ça. Et le prix à payer pour cela, nous disent plusieurs, discrètement, c'est qu'il faudra accepter l'idée que la droite centrisée, la droite qui a toujours peur d'être extrême droitisée, la droite, on pourrait dire jupéisée mentalement, cette droite qui adore faire la une des Aérocs en se faisant dire qu'elle est respectable et qui rêve de faire la une de Télérama en se faisant dire franchement, vous êtes bien. Les gens, votre droite un peu moins, mais vous êtes bien. Peut-être faut-il s'en affranchir pour créer un pôle conservateur qui se délivrerait justement des catégories vieillies qui enferment chacun dans son clan. Et vous êtes en train de dire que cette droite conservatrice n'existe pas. Elle existe intellectuellement, elle a trouvé quelques porteurs politiquement, mais elle ne parvient pas à se présenter comme une force de proposition dans la vie politique. Et ça nous ramène à cette question qui est très intéressante chez les sociologues, les intellectuels, qui cherchent, les politologues, qui cherchent à trouver de nouvelles catégories, de nouveaux clivages pour penser la vie politique française. Oui, c'est ça. Comment repenser? Comment penser cet espace politique Et je crois français? que là, ça devient intéressant. C'est-à-dire, il y a ceux qui nous proposent, par exemple, entre les souverainistes et les mondialistes, ou les globalistes. Donc, c'est le rapport à l'État-nation. Est-ce que l'État-nation demeure l'espace de référence de la démocratie, de la liberté, ou est-ce qu'il faut se projeter dans une forme de gouvernance globale dont l'Union européenne serait le stade intermédiaire? Est-ce qu'on est plutôt, donc un autre clivage qui est proposé, c'est entre les conservateurs et les progressistes. Je le disais, donc ceux pour qui sont dans le bougisme, pour reprendre la formule de Taguieff, Pierre-André Taguieff. Donc il faut toujours tout déconstruire de peur de s'accrocher à quelque chose. Bon, ou le pôle conservateur, mais la question se pose toujours, conserver quoi en dernière instance? Que faut-il conserver? Une situation où des invariants, des principes de fond, un substrat culturel, un principe de civilisation, quoi qu'il en soit, ce clivage est présent aussi. On a aussi quelquefois le clivage identitaire-diversitaire, pour peu qu'on n'entende pas identitaire au sens du mouvement qui porte cette étiquette, par identitaire, c'est-à-dire des gens qui tiennent à la diversité des nations, des peuples, des civilisations, et qui considèrent que le multiculturalisme qui concasse tout, qui déconstruit tout au nom d'une sacralisation des minorités, les minorités qui sont la nouvelle aristocratie morale de notre temps, hein. C'est-à-dire porter véritablement la couronne d'épines du minoritaire, ça nous donne droit au plus beau titre qui soit. C'est une position christique dans l'ordre politique. Bon. Eh bien, il y a ce clivage, donc de la nation ou du multiculturalisme. Ce qui est certain, me semble-t-il, c'est qu'au-delà de ces clivages, qui recoupent le clivage gauche-droite sans pour autant s'y fondre, on constate que les catégories de la vie politique française et plus largement occidentale sont globalement usées. Que ce dans quoi on cherche à faire rentrer les différents courants de pensée, en dernière instance, ça appauvrit la pensée politique. Et de ce point de vue, nous avons besoin d'une nouvelle cartographie politique, d'une nouvelle géographie politique pour être capable de comprendre les courants qui s'affrontent. Il est possible, de ce point de vue, que les adversaires d'hier puissent se rassembler. Il est possible aussi que certains infréquentables soient admis de nouveau dans la vie politique. Il est possible aussi que certains alliés n'en soient plus demain. Question subsidiaire. À quel courant, par exemple, de la droite appartiennent les différents candidats pour 2022? Je pense à Pécresse, Bertrand, Barnier, Le Pen, Dupont-Aignan, Zemmour. Si on veut les rattacher dans l'ancienne typologie René-Raymondienne, appelons ça comme ça, bon, Zemmour est probablement assurément de la droite bonapartiste, assurément. Allez-y avec les autres, Pécresse. Par exemple, Pécresse, Bertrand, Barnier. C'est à la fois, je crois, une sensibilité légitimiste et une position orléaniste, donc un vieux fond de fidélité à la France de toujours, mais aussi une politique libérale. Gérard Larcher aussi, probablement, avec une sensibilité régionale qui est présente aussi. Les autres, Xavier Bertrand, ça reste à identifier. Je crois... À ce point-là. Non, mais je pense qu'il est, je crois, de culture gaulliste,
Et c'est un ancien fidèle de Philippe Séguin, c'est pas un détail. Pour moi, c'est un vrai c'est un mérite d'avoir suivi Philippe Séguin. Philippe Séguin était dans la tradition bonapartiste. La tradition bonapartiste, gaulliste si on veut. Donc, on pourrait l'y inscrire, mais là, il y a une différence entre un parcours et aujourd'hui, quelles sont ses positions. Mais ce serait intéressant de lui demander dans quelle mesure il se situe dans cet héritage. J'ai eu l'occasion de débattre avec lui une fois dans la question du rapport au gaullisme. Il se revendique du général de Gaulle. Je ne suis pas certain qu'on ait le même rapport au gaullisme, mais il s'en revendique, ce qui n'est certainement pas un défaut. Bon, j'aurais beaucoup de questions à poser. Je vous laisse réagir peut-être Eugénie Bastier. Moi, j'ai beaucoup de questions. Est-ce qu'une alliance de toutes les familles de droite est envisageable? Est-ce que Emmanuel Macron, lui, il fait partie justement de l'une de ces familles de droite? Et je vous laisse pour rebondir sur ce que disait Mathieu, moi je pense qu'effectivement le clivage droite-gauche il est mouvant parce que les propositions nouvelles en politique émergent toujours à l'extrême gauche et donc du coup décalent l'ensemble du spectre politique. La Révolution française, qui ensuite tout le monde se positionne à la droite de cette Révolution française. Aujourd'hui c'est le wokisme, donc effectivement la gauche se retrouve, parfois la gauche républicaine, printemps républicain se retrouve finalement cataloguée à droite parce qu'il y a une nouvelle proposition encore plus radicale que la gauche progressiste qui émerge et en fait c'est un mouvement sinistre-gire qui fait que les anciennes personnes de gauche se retrouvent à droite. Et j'aime bien d'ailleurs cette phrase de Blondin qui disait « Je n'ai jamais voulu être de gauche étant jeune, de peur de finir de droite en vieillissant ». J'aime beaucoup cette phrase, je me l'approprie. Marc Menant, rapidement. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde aujourd'hui badigeonne le mot gaulliste. Oui. Il n'y en a pas un seul qui ne soit pas gaulliste. Et puis après, pour se différencier, on a simplement cette idée de fragmentation parce que la gauche, c'est conformisée, c'est-à-dire que sur le plan économique, elle a avalisé une bonne fois pour toutes qu'on était dans un système libéral. Alors elle était un peu perdue, que pouvait-elle proposer? Alors elle s'est engouffrée dans ce système multiculturaliste qui l'a complètement dévoyé par rapport à ses principes originaux, qui étaient quoi? Qui étaient avant tout l'anticléricalisme et un principe de laïcité. Charlotte. Sur la question du gaullisme, en fait, c'est marrant parce que tout le monde se revendique de Gaulle parce que c'est le général de Gaulle du 18 juin 40, en fait. Donc là, pour le coup, il suffit d'être français pour se revendiquer. Je suis pas sûre que tous ceux qui se revendiquent du général de Gaulle se revendiqueraient de lui, chef d'État, dans toutes les options qui ont été les siennes, d'une part. Je vais prendre un seul exemple. Quand Emmanuel Macron demande pardon aux harkis, il est clairement pas gaulliste quand il le fait. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment la figure qui permet aussi la nuance dans notre propre rapport à la fois à la France, à la droite et à notre histoire. Donc, un slogan, je dirais. Dernier mot, Mathieu Bock-Côté, quand même, parce que personne n'a vraiment répondu à ma question. Pauvre Christine. Personne ne m'écoute ici. Je ne sais pas si on ira au restaurant. Non, mais est-ce qu'une alliance de toutes les droites est possible? Ça dépend ce qu'on entend par là. C'est-à-dire qu'en dernière instance, certaines droites sont des droites situationnelles, pour reprendre la formule de certains, c'est-à-dire ils sont à droite malgré eux. Il y a des droites de conviction. Comment rassembler tous ces gens? Et on est victime d'une illusion sémantique, c'est-à-dire qu'on rassemble sous un même mot des gens qui ont très peu de choses en commun. Denis Tillienac l'avait bien vu. Cela dit, une réflexion finale, si vous me permettez. De ce point de vue, sur le mouvement des idées, quelqu'un qui ne change pas d'idée globalement, qui est au centre-gauche aujourd'hui, il bouge pas d'idée, demain il est à droite, et après-demain il est à l'extrême droite, inévitablement, à cause du mouvement des idées. De ce point de vue, c'est assez fascinant. On ne se laisse jamais, on se fait toujours étiqueter d'une manière ou de l'autre, de manière péjorative par le clivage gauche-droite. Mieux vaut s'en extraire que chercher à s'y plonger à son avantage. Georges Marchais serait facho aujourd'hui? Il n'y a pas de doute. Il faut dire qu'à son époque, c'était stalinien, c'est pas mieux. Mais Dieu nous en garde. Mais ça aurait été sa réponse, il n'aurait pas répondu à votre question. Mais oui, il serait fascisé aujourd'hui. Il serait fascisé. Et le général de Gaulle serait fascisé. Non, mais imaginez le général de Gaulle aujourd'hui. Il a été en 58, si je peux me permettre. Juste en 58, quand de Gaulle revient, on dit le fascisme ne passera pas. C'est fascinant. Le fascisme n'a jamais passé selon leur formule. Mais c'est le général de Gaulle, c'est Churchill, c'est tout le monde. Un jour, ce sera probablement Emmanuel Macron si ça continue. Oui, facho Chirac, c'était le nom qu'on lui donnait. C'est absurde. Ça vous plaît